Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière partie sur les travaux dirigés de cinématique, d'accord? Alors nous allons traiter le tout dernier exercice sur la cinématique. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et dans un référentiel donné, on choisit un repère d'espace OIJK et une date origine. Les coordonnées d'un point mobile M sont alors fournies par les équations horaires suivantes. Donc voici ces équations horaires que j'ai présentées au tableau. En petit 1, on demande de déterminer l'équation de la trajectoire du mobile. On voit qu'à chaque fois, cette même question revient déterminer l'équation de la trajectoire du mobile. D'accord? On voit clairement que le mouvement s'effectue dans le plan X, O, Y, d'accord? Parce que Z est nul. Ok? Donc, si on veut déterminer l'équation de la trajectoire du mobile, on va juste se servir de X et puis Y. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, on va noter ceci, relation 1, ceci, relation 2. Alors, la relation 1 dit que x est égal à r cosinus oméga t, d'accord? Donc, si je décide de lever x au carré, si x est égal à ceci, alors x au carré est égal à r carré cosinus carré oméga t. Donc, je prends la relation 2 qui me dit qu'y, ça fait r sinus oméga t. Donc, si je lève y au carré, ça va faire r carré sinus carré oméga t, d'accord? Donc, si je décide de faire 1 plus 2, non, plutôt je vais renommer ceci, ça fait 3 et puis 4. Donc, si je décide de faire 3 plus 4 est équivalent à quoi? Cela est équivalent à x carré plus y carré, ça va faire r carré cosinus carré oméga t plus r carré sinus carré oméga t. Donc, on voit que le facteur commun entre les deux expressions, c'est r carré. Donc, je mets r carré en facteur et là, à l'intérieur, il va rester cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t. Alors, par définition, c'est cosinus carré x plus sinus carré x, ça fait 1. Donc, cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t, ça fait également 1. Donc, finalement, x carré plus y carré est égal à r au carré, avec r égale à 2 mètres. Donc, on va remplacer r par sa valeur ainsi. Donc, x carré plus y carré, ça fait 4. Et là, on a l'équation de quoi? D'un cercle de centre O et de rayon r égale à 2. OK? Alors, ici, si on veut trouver la position du point mobile à la date origine, c'est simple. On sait que x, y et puis z sont les composants du vecteur position, d'accord? Donc, si on veut trouver la position du point mobile à la date origine, eh bien, il suffit de poser t et remplacer t par 0 dans chacune de ces expressions. Donc, procédons. On a OM a pour composante x égale à r cosinus oméga t, y a pour y est égal à r sinus oméga t, et enfin z égale à 0, d'accord? Donc, à t égale à 0, on a OM0 aura donc pour composante x égale à r cosinus 0, y ça fait r sinus 0, et enfin z égale à 0, parce qu'il faut juste remplacer quoi? T par 0, donc 0, t fois 0 pardon, fois w, ça, et fois oméga, ça fait 0, et etc. Okay? Donc, ainsi, donc, on a le vecteur position à l'origine a pour composante x égale à cosinus 0, ça fait 1. Donc, il reste r là. Et y est égal à sinus 0, ça fait 0. Et là, z, lui, il est égal à 0. Donc, finalement, OM0 a pour composante x égale à 2 mètres, y0 et z0. Voilà. Donc, on a la position de notre point mobile à la date origine. En petit 2, on nous dit de déterminer
déterminer deux points petit a, les coordonnées et la mesure du vecteur vitesse. On demande de déterminer les coordonnées et la mesure de v, d'accord? Moi, c'est par définition que v, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Là, on est d'accord? Alors, si le vecteur position a pour composante x égale r cosinus oméga t, y égale r sinus oméga t, puis z égale à 0, alors le vecteur v aura pour composante vx, vy et enfin vz. Bon, vz lui vaut 0. Alors, vx revient tout simplement à faire quoi? À faire la dérivée, n'est-ce pas, de cosinus oméga t, parce que r, lui, c'est une constante, on n'a pas besoin de dériver. Il faut juste dériver cosinus oméga t. Et la dernière fois, j'ai expliqué ça de long en large. Lorsqu'on veut faire la dérivée de cosinus, une fonction, d'accord? Alors, dérivée de cosinus, je vous ai dit que la dérivée, ça c'est les cosinus et là c'est les sinus. La dérivée se passe dans le sens de déplacement des aiguilles d'une montre. Alors la dérivée de cosinus, ça va faire quoi? Moins sinus. Donc ça va faire moins r oméga sinus oméga t. Maintenant on va venir dériver y. Dérivée de sinus, ça fait tout simplement cosinus. Donc ça va faire r oméga cosinus oméga t, d'accord? Donc on a donc là les coordonnées du vecteur vitesse, les coordonnées, les composantes séparées, et à partir de là on peut trouver, n'est-ce pas, la mesure du vecteur v. Alors la mesure de v, c'est encore la norme de v, ça fait racine de v x carré plus vy carré plus vz carré, d'accord? Ce qui est donc égal à, alors vx carré, ça fait tout simplement tout ça au carré, donc ça fait moins r oméga sinus oméga t au carré plus r oméga cosinus oméga t au carré plus 0 au carré, d'accord? Ce qui est donc égal à, donc tout ceci au carré, ça fait r carré oméga carré sinus carré oméga t plus r carré oméga carré cosinus carré oméga t. Alors, si on commence par mettre r oméga en facteur, parce que ce sont tous les facteurs communs entre les deux termes, donc j'ai r carré oméga carré, et à l'intérieur il restera sinus carré oméga t plus cosinus carré oméga t. Voilà. Et là, on sait que ça fait 1. Donc finalement, sous le radical, il va rester r carré oméga carré. Et là, c'est des valeurs positives. Donc ça fait r oméga. Donc finalement, la norme de v, ça fait r oméga, qui est égal à quoi? R, on a dit que ça fait 2 fois. Oméga, ça fait pi demi. Donc la norme de v, bien sûr, qui fait pi. De toute façon, on va simplifier de 2. Donc ça va faire pi, qui est sensiblement égal à 3,14 mètres par seconde. Voilà. En petit b, on nous demande de déterminer les coordonnées et la mesure du vecteur accélération. Donc petit b. Donc ici, pour trouver le vecteur accélération, on sait que quoi? Par définition, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse ou du temps. D'accord? Donc si ça en est ainsi, on connaît les composantes de v. V, c'est Vx, Vy et puis Vz. Cela revient à dériver donc les composantes du vecteur V. Donc, A est donné par A suivant X, A suivant Y et puis A suivant Z. A suivant Z, c'est 0. Là, on va aller dériver encore quoi? Vx, d'accord? R ici et puis oméga sont des constantes, donc eux autres, on ne va pas les dériver. On va se contenter de dériver sinus oméga t. Alors pour dériver sinus oméga t, on sait que la dérivée de sinus, ça fait cosinus. Donc A suivant X, ça va faire moins R
oméga carré, parce qu'il y aura l'oméga qui va sortir, venir multiplier l'oméga qui était déjà là. Et donc, ça fait moins R oméga carré cosinus oméga t. Et A suivant Y, ça va faire R. Donc, dérivé de cosinus, ça fait moins sinus. Donc, je mets moins là. R oméga carré sinus oméga t. J'ai donc les composantes, n'est-ce pas, du vecteur accélération ou les coordonnées, si vous voulez. Maintenant, à partir de là, on peut trouver la mesure du vecteur accélération. Alors, la mesure de A, ça va faire AX carré plus AY carré plus AZ carré. Voilà. Ce qui est égal à... Alors, AX carré, ça fait R, ça fait moins R oméga carré cosinus oméga t le tout au carré plus moins R oméga carré sinus oméga t au carré. Maintenant plus 0 carré. D'accord? Ce qui est donc égal à... Alors, on va faire comme précédemment. Ça va faire R carré oméga exposant 4 cosinus carré oméga t plus R carré oméga puissance 4 sinus carré oméga t. Voilà. Donc ici on voit encore que le facteur, on peut mettre quoi? R carré oméga exposant 4 en facteur. Donc ce qui me donne R carré oméga puissance 4 et à l'intérieur S cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t. Alors, ça, on sait clairement que ça vaut 1. Et du coup, il nous reste quoi? Racine de R carré oméga exposant 4. Donc, s'il sort de la racine, ça reste tout simplement R oméga carré. D'accord? Qui est la norme de A. Et on peut calculer ça, bien entendu. Ça va faire 2 fois pi, donc pi carré sur 4, ce qui est égal à pi carré sur 2. Donc en calculant ça, on va trouver la machine. A est donc égal à 5 mètres par seconde carré. 5 mètres seconde carré. Voilà. Donc on vient de déterminer la norme de l'accélération. À présent, on demande de trouver la nature du mouvement. D'accord? On a dit toujours que pour trouver la nature du mouvement, il fallait faire quoi? Il fallait faire A scalaire V. Donc on va faire A scalaire V pour voir ce que ça va donner. Alors A scalaire V, ça va faire... Donc A, ça va faire moins R oméga carré cosinus oméga t suivant I plus... Donc ça fait toujours moins R oméga carré sinus oméga t suivant J. D'accord? Maintenant, ça c'est A scalaire V. V c'est moins R oméga sinus oméga t suivant I plus R oméga cosinus oméga t suivant J. Voilà. Donc, on va voir ce que ce produit scalaire va donner. Donc, déjà, si je fais tout ça scalaire, ça, disons pour vecteur unitaire I, donc I scalaire I, ça fait 1. Donc, ce qui nous donne finalement, on fait ça fois ça. Déjà, le produit des vecteurs unitaires, ça fait 1. Donc, ça nous donne R carré oméga à la puissance 3 cosinus oméga t sinus oméga t. Donc, après, on fait ça aussi fois ça. Donc, déjà, ici, on voit que le vecteur unitaire, c'est I, et là, le vecteur unitaire, c'est J. Donc, I scalaire J, là-bas, ça fait 0, parce que les deux vecteurs sont comment orthogonaux. Donc, là, on laisse tomber. On prend ça aussi scalaire ça.
on a J et puis I, ça fait pareil, ça fait 0. Donc on va venir faire ça fois ça. Alors, là on a J scalaire J, ça fait 1. D'accord? Donc, ça fait moins R oméga au cube sinus oméga T cosinus oméga T. Voilà. Donc, on voit clairement qu'on a quoi? R carré oméga cube cosinus oméga T sinus oméga T. Et ici aussi, on a la même chose. Donc, ça fait 0. Donc, on a A scalaire V qui est égal à 0. Il s'agit donc d'un mouvement circulaire. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Voilà. Petit 3, on nous demande de montrer que le vecteur accélération A et le vecteur position OM sont collinaires. D'accord? Alors, en classe de seconde, on nous a dit que pour montrer que deux vecteurs U et V sont collinaires, il suffit de quoi? De trouver un réel lambda quelconque, tel que quoi? U puisse s'écrire sous la forme lambda fois V. Donc, si on arrive à faire ça, là, le tour est joué. On a montré que les deux vecteurs sont collinaires. Donc, ici, c'est ce qu'on va aussi faire avec les vecteurs accélération et position. D'accord? Ce qu'on va faire, on va prendre un des vecteurs et essayer de voir si on peut retrouver l'autre dedans rapidement. Donc, si on prend par exemple le vecteur accélération, d'accord? Si on prend le vecteur accélération, ses composants, c'est donc moins R oméga carré cosinus oméga T, donc suivant I, plus, ah oui, là ça fait moins aussi, R oméga carré sinus oméga T. Ok. Donc, on sait que le vecteur position, c'est quoi? On sait que le vecteur position, ça fait... il est où? Voilà. Ça fait R cosinus oméga T suivant I. Donc, on va essayer d'écrire ça quelque part ici. Ça fait R cosinus oméga T suivant I plus R sinus oméga T suivant J. Donc, on va essayer de ressortir ça ici. Donc, on aura quoi? Il suffit de mettre moins R oméga carré en facteur. Non, il faut plutôt mettre oméga carré en facteur, moins oméga carré en facteur. On aura donc à l'intérieur R cosinus oméga T plus R sinus oméga T. Alors en deux lignes, on a notre résultat. Parce que quoi? R cosinus, bien sûr, suivant I, et là, suivant J. Parce que j'ai omis de mettre le J ici. Voilà. Ainsi donc, on a notre vecteur position OM ici. D'accord? Et là, on va dire que A, ça fait moins oméga carré OM. Donc, on a réussi à montrer que A est égal à un certain lambda fois le vecteur OM. Et là, on conclut sans peine que quoi? Les vecteurs A et OM sont comment collinaires. D'où A collinaire à OM. La question 4 petit a dit établir l'équation horaire de l'abscisse curviligne S du point mobile M. Alors ici, on est dans un mouvement circulaire. Et dans un mouvement circulaire, d'après ce qu'on a fait lors de la séance de cours, c'est que si on a une portion de cercle, on a un point oméga ici et puis un point M là, et puis l'angle au centre. Alors, pour trouver l'abscisse curviligne S, qui est en fait oméga M, ça fait tout simplement quoi? Ici, c'est le rayon, ça fait R fois l'angle au centre, d'accord? Voilà, donc, ici, l'abscisse curviligne S sera égal à R θ. Bon, ici, on va utiliser petit r, le rayon petit r. Voilà. Donc, or, on sait que quoi? Or, la vitesse, c'est la variation de S au cours du temps, d'accord? Donc, on va tirer ds ici, plus l'équation horaire de l'abscisse curviligne. Donc, ds, ça va faire v fois dt. Ainsi, donc, S sera égal à
C'est égal à Vt plus S0. Bon, ici, S0, ça fait 0, c'est évident. Donc, finalement, S, ça fait V fois T. D'accord? Chez V, ok? Il s'agit d'un mouvement circulaire, donc V, ça va faire quoi? R oméga. V est égal à R oméga, donc suivant T. Finalement, on sait que R est égal à 2, et puis oméga, ça fait pi demi, donc ça fait 2 fois pi demi T. Donc, en simplifiant 2 ici, on a finalement S qui est une fonction du temps, ça fait pi T, d'accord? On a donc écrit l'équation horaire, n'est-ce pas, du mouvement de notre mobile. En petit b, on nous dit donner les coordonnées du vecteur vitesse et accélération dans le repère local de fenêtre MUTUN, d'accord? Alors ici, le mouvement est circulaire, d'accord? Donc on va faire une petite esquisse de la figure. On a notre point M ici. On va donc lui associer la base de fenêtre UT et puis UN. Donc on a UT qui est là. Et puis à l'intérieur, dans le sens de la concavité, on a UN, d'accord? Ainsi donc, on sait que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, donc on vient mettre V là. Voilà. Maintenant, on demande de déterminer les coordonnées de V et de A dans le paire de Freinet. Alors, si on prend le vecteur V, ses composantes, on a V suivant UT et suivant T, et puis on a V suivant N. Alors, il est clair que V est suivant T, parce que quoi? On a dit que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Donc, V suivant N est nul tout simplement. Ainsi donc, V suivant T, ça va faire Vt tout simplement. V, ça va faire Vt. Voilà. Maintenant, si on cherche le vecteur accélération, ses composantes, on aura l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Alors, l'accélération normale est égale, l'accélération tangentielle est égale. On sait que l'accélération tangentielle, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Ça fait dv par rapport au temps. Or ici, la vitesse est constante parce qu'il s'agit d'un mouvement circulaire. Si la vitesse est constante, alors la dérivée de v par rapport au temps, ça fait 0 tout simplement. Donc, on met 0 là. Maintenant, l'accélération normale, ok? Là, ça va faire v carré sur le rayon de courbure. Ici, c'est petit r. Voilà. On a donc les coordonnées de V et de A dans la base de Freinet. Dans la dernière question, on demande de calculer la période T et la fréquence N du mouvement. D'accord? Ok. Alors, on sait que la fréquence T, ça fait quoi? Ça fait 2pi sur oméga. Donc, on peut calculer ça facilement. T est égal à 2pi sur oméga qui est égal à quoi? Pi demi. Donc là, ça va faire 2pi fois 2 sur pi. Donc si on simplifie pi, on a finalement t, ça fait 4 secondes. D'accord? On a la période t. Si on a la période t, pour calculer la fréquence, c'est encore plus évident. Alors la fréquence est donnée par quoi? N, c'est l'inverse de la fréquence, tout simplement, de la période, pardon. Et là, en application numérique, la fréquence est égale à 1 sur 4. Donc finalement, la fréquence, ça fait 1 sur 4, ça fait 0,25 Hz. Voici donc pour ce test ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas toujours évident, mais lorsque vous essayez de reprendre ça par vous-même, vous verrez que ça devient de plus en plus simple. Okay. Merci d'avoir suivi. Et si vous aimez bien ce que je fais, partagez toujours la vidéo, likez, commentez surtout. Ça va m'aider aussi à m'améliorer davantage. D'accord? Ok.